Bien, bonjour à tous, je suis ravi d'intervenir pour cette journée de la commande publique et je voudrais en introduction remercier l'APK de nous réunir sur des sujets toujours aussi intéressants. Alors je vous propose pour ma part de traiter de l'actualité juridique et je scindrai mon propos en 3 temps. L'actualité juridique s'agissant des mesures anti-Covid-19 et de relance de l'économie, puis un rappel des bonnes pratiques permettant l'accès du tissu local d'entreprise à la commande publique et enfin un dernier rappel s'agissant de la matière particulière du droit public de l'innovation et on verra en particulier l'enjeu de cette dernière année d'expérimentation du marché d'innovation. Alors s'agissant du premier volet de mon intervention, il s'agit de faire le bilan. Nous avons vu, il y a eu au cours de la crise sanitaire différents temps législatifs. Le premier temps étant un temps de floraison des mesures exceptionnelles et provisoires pour faire face à l'urgence. Eh bien, aujourd'hui, nous entrons dans un deuxième temps qui est le temps de la pérennisation des dispositifs. Et ce deuxième temps correspond en fait pour le gouvernement au temps de la relance économique. Et donc, il y a eu une normalisation finalement du régime juridique. Et cette normalisation a pris place à travers la loi d'accélération et de simplification de l'action publique qui a été promulguée le 8 décembre 2020. Cette loi constitue l'actualité juridique phare en droit de la commande publique puisqu'elle établit les nouveaux dispositifs. Enfin, d'une part, elle pérennise et prolonge certaines mesures prises pendant le coup de chaud et pendant le gros de la crise sanitaire. Et d'autre part, elle assouplit certaines dispositions du droit de la commande publique, toujours dans cette finalité finalement de relancer l'économie par la commande publique. Alors la commande publique a une place privilégiée pour la relance de l'économie. Le gouvernement l'a clairement exprimé et c'est pour ça d'ailleurs que la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, qui n'avait pas pour finalité de permettre la modification du code de la commande publique, a finalement été utilisée comme un véhicule législatif pour permettre finalement d'adapter le droit de la commande publique aux nécessités d'un plan de relance qui, pour part, passe par la commande publique. Notamment, il y a ce grand plan pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Alors, s'agissant des mesures concrètes qui ont été adoptées, on peut distinguer 2 volets dans la loi ASAP concernant le droit de la commande publique. Le premier volet concerne la pérennisation ou la prolongation de mesures provisoires prises pendant la crise sanitaire. Donc, il s'agira ici, par exemple, de la prolongation de la possibilité de passer pour les marchés publics de travaux des procédures de gré à gré. Cette mesure provisoire avait été adoptée pour les marchés de moins de 70 000 €. C'était une possibilité de passer à un marché sans publicité ni mise en concurrence. Eh bien, le gouvernement poursuit dans sa volonté d'aider le secteur du bâtiment en prolongeant cette possibilité de passer des marchés de gré à gré. Il augmente même le seuil en passant de 70 000 à 100 000 € et cette possibilité est ouverte pour les 2 prochaines années à venir. Il y a aussi cette généralisation du pourcentage des marchés globaux réservés aux artisans ou aux PME. Alors vous vous souvenez peut-être, pendant la crise sanitaire, un pourcentage minimal des marchés de partenariat avait été réservé aux PME et aux artisans. Eh bien, ce dispositif est étendu à l'ensemble des marchés globaux. Il y a également une mesure intéressante qui est celle de permettre l'accès à la commande publique des entreprises en redressement judiciaire. Il y a donc le motif d'exclusion des procédures de passation de ces entreprises est modifié. Une entreprise en redressement judiciaire, pour autant qu'elle ait un plan de redressement, ne pourra plus être exclue d'une procédure de passation. Nous pouvons aussi citer, et là c'est un élément important de normalisation, il y a l'insertion de dispositions relatives à des circonstances exceptionnelles
au sein du Code de la commande publique. Et ces dispositions, en fait, sont des dispositions que l'on peut dire dormantes, car en fait, elles insèrent une série de dispositifs qui correspondent finalement aux mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire, l'adaptation des délais de consultation, la possibilité de prolonger l'exécution des marchés ou des contrats, ou encore la possibilité de faciliter de prendre des marchés de substitution. Eh bien, ces dispositifs sont mis dans le Code de la commande publique et ils demanderont qu'à être activés par décret le cas échéant si des circonstances exceptionnelles venaient à se présenter. S'agissant ensuite de la loi ASAP, il y a cette adaptation du droit de la commande publique qui est également à relever. Cette adaptation, on peut la relever à travers le prisme de l'intégration d'une notion d'intérêt général comme motif pour la passation d'un marché de gré à gré. Alors, le gouvernement, au cours des débats sur cette loi, a inséré un amendement qui permet de passer au motif d'un intérêt général décrit, justifié, eh bien, au motif de cet intérêt général, une procédure sans publicité ni mise en concurrence pourrait être mise en branle. Alors, clairement, dans son amendement, le gouvernement identifiait la volonté de faciliter la contractualisation avec les PME du tissu local et cet amendement a attiré finalement l'attention d'une grande partie de la doctrine pour à la fois son intérêt mais également toutes les craintes que peuvent appeler un motif aussi large, dit motif d'intérêt général, pour justifier la passation d'une procédure. Alors, pour rassurer ceux qui craignent quant à la responsabilité des acheteurs publics, la DAJ a clairement rappelé que, quoi qu'il en soit, les acheteurs publics sont liés par l'obligation de bonne gestion des deniers publics et qu'en tout état de cause, si cette disposition, donc le motif d'intérêt général comme permettant la passation d'un marché de gré à gré, si cette disposition a pour vocation de créer un effet d'aubaine, ce n'est pas sans garantie, sans garde-fou, et ces garde-fous et ces garanties seront précisés dans un décret d'application que l'on attend avec impatience pour voir finalement ce que le gouvernement entend pouvoir caractériser comme motif d'intérêt général justifiant une procédure sans publicité ni mise en concurrence. Bon, on a déjà une certaine idée de quels sont ces motifs, puisque en l'état de la rédaction, un motif d'intérêt général pourrait être justifié dès lors qu'une première procédure de passation a été infructueuse ou que des conditions d'urgence sont réunies. Cependant, on attend le décret d'application pour cette disposition. Ce qui est intéressant aussi à noter au point de vue de l'actualité juridique, c'est que le Premier ministre a donné une mission temporaire à 2 députés concernant la commande publique et le plan de relance. Les députés Sophie Baudouin-Hubière et Nadège Havet ont été missionnés pour permettre la définition d'une politique d'achat qui soit conforme aux objectifs du plan de relance. Les 3 grands objectifs du plan de relance sont une relocalisation des moyens de production, la facilitation de la transition énergétique et l'amélioration de la cohésion sociale. Eh bien, il est attendu le 31 mars 2021 le rapport intermédiaire de cette mission provisoire qui a été confiée à ces 2 députés qui permettront d'éclairer et de recommander des mesures pour favoriser, à titre d'exemple, le recours aux critères sociaux et environnementaux dans les marchés qui vont être passés tout au long de l'année pour appliquer ce plan de relance et les fonds qui y sont affectés. Donc en conclusion, la loi ASAP vient normaliser cette floraison de dispositifs exceptionnels que l'on avait pu connaître pendant la crise sanitaire et elle vient surtout aussi aider le gouvernement à se donner les moyens de ses fins, à savoir recourir à la commande publique
comme un moyen de relance de l'économie et notamment comme un moyen d'aide aux TPE, PME. S'agissant maintenant de ce que l'on peut en tirer quant aux bonnes pratiques pour permettre l'accès. J'en viendrai maintenant à mon deuxième point qui concerne plus particulièrement un rappel des bonnes pratiques pour permettre l'accès des TPE-PME à la commande publique. Alors j'ai intitulé cette partie « Rappel » car au final, en égrénant les dispositions contenues dans la loi ASAP, on voit bien qu'il y a une volonté du gouvernement de faciliter le recours par les acheteurs publics au service des TPE-PME. On peut notamment reciter la part réservée dans les marchés globaux aux artisans ou aux PME. On peut également citer les dispositions favorables aux entreprises en redressement judiciaire et on sait que particulièrement s'agissant des temps de crise, les entreprises de faible importance seront potentiellement les premières victimes. Donc j'ai simplement intitulé cette partie-là « Rappel » car en feuilletant finalement en feuilletant tout à la fois la loi ASAP et l'actualité jurisprudentielle, on peut se remettre en tête les grands principes de cet accès à la commande publique favorisé, facilité, et cela sans bien entendu déflorer la table ronde de cet après-midi qui, elle, prendra le temps peut-être de développer plus clairement et avec des aspects plus professionnels et moins, cette fois, juridico-juridiques, de ces bonnes pratiques. Alors, s'agissant des marchés de moins de 40 000 €, il y a une réponse à une question parlementaire qui est intéressante. Cette réponse date du 4 février 2021. Elle a été l'occasion pour le ministère de la Cohésion des Territoires de rappeler que s'agissant des marchés de moins de 40 000 €, eh bien, la bonne pratique des 3 devis n'est en rien une pratique obligatoire. Le ministère rappelle bien que pour des marchés dont la nature est simple et standardisée ou pour des marchés où l'acheteur a les connaissances suffisantes, eh bien, il n'y a pas de motif légitime de demander des devis pour établir un comparatif à d'autres entreprises, sachant que un devis pour une entreprise, cela a un coût et s'il s'agit simplement de sécuriser l'acheteur sur un marché qu'il connaît suffisamment, il n'y a pas du coup de raison de faire porter ce coût à ces entreprises. L'acheteur public peut se passer de ces 3 devis et passer un marché de gré à gré sans aucun souci. Et ça, c'est le ministère qui le rappelle. C'est un bon moyen de rappeler finalement que le droit de la commande publique se base maintenant sur la responsabilisation des acheteurs et donc une frilosité finalement, une frilosité excessive n'est pas justifiée et donc vous pourrez rassurer les acheteurs en soulignant cette notion et en leur rappelant cette toute récente réponse à une question parlementaire. Enfin, au-delà de cette bonne pratique des 3 devis, on peut parler, s'agissant de l'accès à la commande publique, du principe d'allotissement. Là, le principe d'allotissement se veut dans sa logique comme le moyen de permettre aux petites entreprises d'accéder à des lots de certains marchés. Mais bien sûr, cet allotissement, pour être réellement efficace, doit se baser sur une connaissance du marché ou alors sur un sourcing pour permettre que le dimensionnement des lots corresponde aux possibilités du tissu local et que ce dimensionnement des lots ne demande pas, par exemple, des montants en chiffre d'affaires qui soient sans adéquation avec ce que peut démontrer une entreprise locale. S'agissant des délais de procédure, donc encore, nous sommes dans les grandes thématiques et les grands principes mille fois répétés de cette accessibilité à la commande publique, mais on ne répétera jamais suffisamment que
les délais de remise des offres doivent être en adéquation avec la complexité du marché. Et le juge des référés du tribunal de Paris, le 27 janvier 2021, a dû le rappeler et a dû casser une procédure dans laquelle un pouvoir adjudicateur avait demandé la production d'une offre en 15 jours à des candidats qui devaient en plus fournir des variantes et se rendre sur le site pour une visite obligatoire. Alors, ensuite, toujours pour rester dans les grands principes bons à répéter, il y a l'enjeu du délai de paiement. Alors cet enjeu du délai de paiement qui sera également sans doute l'objet d'une des deux tables rondes de cet après-midi, eh bien, pour ne pas déflorer le sujet, on peut tout simplement relever que le dernier rapport de l'Observatoire des délais de paiement relève que le secteur local est un bon élève et paye en moyenne à 27,4 jours, mais qu'il y a un lien entre finalement la taille de la collectivité et ses difficultés à payer en avance. Et dans ce cadre-là, finalement, la réflexion sur les moyens de paiement et l'accélération du processus de paiement est toujours d'actualité. On peut penser notamment à la carte achat, bien sûr. Enfin, pour terminer et pour démontrer que finalement l'accès à la commande publique n'est pas toujours l'histoire d'un devoir de mise à portée des pouvoirs adjudicateurs, mais aussi une nécessité de sérieux de la part des entreprises, je vous rappellerai ce jugement du 29 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui a débouté un candidat ayant présenté au format PDF des documents souhaités au format Excel. Alors en tant qu'acheteur public, je ne peux que comprendre à la fois le juge et le pouvoir adjudicateur qui n'a pas en l'espèce fait l'usage de sa faculté de permettre au candidat de régulariser son offre, car oui, quand on demande en tant qu'acheteur public un format Excel et qu'on reçoit un PDF, on sait qu'on va perdre du temps pour simplement recopier un tableau en format Excel afin de le comparer et dégager ensuite les mérites respectifs de l'ensemble des offres. Donc cette dernière jurisprudence, c'était juste pour rééquilibrer la balance. Je ferai rapidement, car je vois que le temps file, je ferai rapidement un rappel sur l'achat public innovant et un rappel d'abord sur le périmètre dans lequel s'intègre cette notion d'achat public innovant et ensuite un rappel important et plus pratique, celui-là s'agissant de la dernière année d'expérimentation du marché d'innovation. Alors l'achat public innovant, il s'intègre de manière plus générale dans ce que l'on peut appeler le droit en gestation des smart territoires ou des territoires intelligents. Ce droit des territoires intelligents est un droit en gestation. En fait, il correspond aux mutations et à la transformation numérique des territoires et en ça, il constitue un futur potentiel de toutes les villes. De manière académique, ce droit en gestation, on l'analyse comme composé pour l'instant d'une manière d'un patchwork. Il est composé du vieux droit de la ville, gérant les différents réseaux et les différents flux, mais il est composé également de tout ce droit du numérique qui prend en compte cette nouvelle infrastructure de la ville et des territoires qui est l'infrastructure numérique. C'est dans ce cadre que le droit public de l'innovation prend place et en matière de commande publique, eh bien, ce droit public de l'innovation passe par deux biais, soit par l'insertion de nouvelles dispositions, de nouvelles clauses, de nouveaux enjeux dans les contrats anciens. Et donc, s'agissant par exemple du renouvellement des délégations de services publics ou des grands marchés publics de la ville, on insérera dorénavant des clauses relatives aux données, à leur propriété, leur gestion, leur réversibilité, leur suppression, ou également des clauses relatives à la cybersécurité. Cybersécurité qui, j'y pense à l'instant, est un axe prioritaire du plan de relance et notamment l'ANSSI a une enveloppe de 136 millions d'euros qui sera affectée à 50% pour
la mise à niveau de la cybersécurité des collectivités. Mais je referme ici la parenthèse. Et donc, le droit public de l'innovation en matière de commande publique se traduit soit par des nouveaux enjeux insérés dans les contrats existants, enjeux relatifs à la propriété de la donnée, à la cybersécurité, soit par des véhicules juridiques dédiés. Donc on peut penser au partenariat d'innovation, mais on pense également aussi, et là on va venir au sujet le plus important finalement de cette troisième partie, on peut penser au marché d'innovation. En 2018 a été lancée une expérimentation. Cette expérimentation, c'est le marché d'innovation, la possibilité pour les acheteurs publics de passer des marchés de gré à gré pour des solutions innovantes qui correspondent à la satisfaction d'un besoin ne trouvant pas de solutions existantes pouvant les satisfaire. Cette expérimentation a été prévue et a été pensée comme un moyen de permettre aux administrations de contractualiser avec les startups. Eh bien, cette expérimentation arrive dans sa dernière année. En décembre 2021, il sera trop tard. Donc, pour l'instant, nous ne bénéficions pas de tout le recul et toute l'analyse qui sera faite par l'Observatoire économique de la commande publique sur cette expérimentation. Toujours est-il qu'en tant que professionnel du droit, on peut relever que les collectivités ne se sont pas montrées toutes frileuses et se sont saisies de cette opportunité, de cette expérimentation, mais aussi des outils qui ont été fournis pour permettre de s'en saisir. Je pense par là notamment au guide pour l'achat public innovant de la DAJ, qui a permis par la matrice qu'elle proposait eh bien, de caractériser plus simplement l'aspect innovant d'une solution et donc de sécuriser en termes juridiques le recours à cette expérimentation par l'élaboration de préambules robustes, légitimant le recours et la passation d'un marché de gré à gré pour un besoin de moins de 100 000 €. Et donc, je voulais justement insister sur cette fenêtre d'opportunité qui va bientôt se refermer pour les pouvoirs adjudicateurs comme pour les solutions, les producteurs de solutions innovantes. L'expérimentation est sur sa dernière année. Cela laisse quand même encore le temps de réaliser de belles opérations. Cette expérimentation, on le souhaite, sera pérennisée, mais pour être pérennisée, encore faut-il que par le nombre de recours qui sera fait au dispositif expérimental, et bien que ce dispositif expérimental ait démontré sa viabilité, son utilité. Je vous remercie.